BSR Apéro, le café littéraire de la Bibliothèque sonore romande. Bonjour, je m'appelle Didier, je suis blond aux yeux bleus et récemment retraité depuis quelques mois de l'enseignement. Et il est mince. Moi je suis Maurice, je suis pas mince, des longues jambes et des longs bras, et puis un petit peu de bide, parce que je suis plutôt gourmand. Voilà. Bizarrement, j'ai encore les cheveux blonds, mais la barbe est grise depuis au moins 15 ans. Il est plein d'humour. Et il a des yeux qui pétillent. Bonjour, je m'appelle François, je suis géologue. J'ai 2 yeux bleus qui m'ont beaucoup servi, mais depuis 15 jours, il y en a un qui me lâche un peu. Et les grands voyageurs. Et incollable sur la culture des Dogons en Afrique. Je m'appelle Karine, j'aime la mer du Nord, je suis hollandaise et j'adore dessiner. C'est une grande artiste. Bonjour, moi c'est Martine. Je suis plutôt grande, j'ai les cheveux blancs ramenés en chignon et je suis retraitée. Elle est très élégante. Bonjour, je m'appelle Anne, je suis de taille moyenne, j'ai les cheveux courts et j'aime écrire. Et elle aime écrire à tel point qu'elle a publié récemment un roman qui a gagné un prix. Bonjour, je suis David, je suis gallois et j'aime bien le rugby. Et il a toujours le sourire. Et un joli accent. Bonjour, je m'appelle Steva, j'ai les yeux bleus et les cheveux châtains et je suis bout en train. Elle est sportive. Et c'est ma collègue. Je suis Fabien, j'ai les cheveux foncés, je regarde peu dans les yeux, mais je bronze beaucoup en été. Fabien, long cheveux et presque 2 mètres, pas tout à fait. J'ai choisi un cahier, j'aime tourner la page et j'aime tourner les pages. Et moi aussi, j'ai choisi un cahier parce que les pages blanches me donnent envie justement d'écrire. Nous, David et moi-même, on a choisi des cartes pour s'y retrouver. Et puis, moi j'écris d'un côté parce que je me méfie des petites lettres en d'autres pages. Et moi je préfère recto et verso. Moi j'ai choisi le plateau qui me permet de me transporter mon café tous les matins depuis la cuisine jusqu'au salon. Puis par ailleurs, ça me permet, comme j'ai pas une très bonne vue, ça me permet de lire un petit peu plus facile. Je lirai sur mon téléphone portable parce que tous les textes que je lis ou écris, d'une certaine manière, passent par lui. Moi j'ai pris une tablette pour marquer l'aspect intergénérationnel. Moi j'ai pris mon cahier d'écriture, c'est celui avec lequel j'ai commencé le processus de rédaction et il me semblait que c'était bien de terminer avec. Et moi aussi, comme Didier, j'ai pris mon cahier d'atelier d'écriture où j'ai réuni les textes que nous allons lire aujourd'hui. Et maintenant, place à la lecture. Les animaux. Les animaux. The animals. In freedom. He was standing in front of the painting again, in the middle of the long corridor of his apartment. We got used to it. We got into the habit of not bothering him anymore. It lasted about 10 minutes. He seemed so serene afterwards, we said to ourselves, it was a sort of a yoga session for memory and imagination. Facing the painting, he was actually in the dry rift plains of East Africa. A vast valley, large expanses of wild grass, rocky outcrops and hills all the way to the horizon. Wild animals pass by. They stop among the acacias and under the legendary branches of the baobabs.
he sometimes turned his head a little, as if to look elsewhere and above all to listen better. It felt like auditory contemplation. When we pointed it out to him with a touch of provocation, he didn't shy away, he said, yes, the baobabs were talking and not just to him. He listened to them in his childhood language, which remained the language of his daydreams, the language of his travels there in the rift. Dans l'assiette. Alimentation en quasi-autarcie. Fruits inoubliables kaki et légumes, incontournable polenta con funghi, on est dans le Piémont. Tu veux un œuf rosti? Tu veux un œuf au plat? Tu veux un œuf au plat? Merci. Merci au Collège des Poules et à leur coq braillard qui se prend pour Caruso. Lapin, élevé sur place, et Oxy sans trop d'état d'âme. En cage. Dans cet appartement, nous avions un canari, dans une grande cage fermée, avec des plaques de verre amovibles, fabriquées par mon père. Le canari était sympa, mais il n'aimait pas le pasteur. Quand il nous rendait visite, il fallait couvrir la cage. Sinon, farfadait, piaillait et se jetait contre les vitres. Il devait sentir la commisération de l'homme d'église qui venait visiter ses pauvres. J'adore le cirque. J'adore le cirque. J'adore le cirque. J'adore le cirque depuis tout petit. Et ça ne s'est jamais démenti. Même les cirques miteux, où les animaux et les humains sont fatigués, où l'éléphant fait toujours le même numéro, où les clowns sont grossiers, où on craint que les acrobates se cassent vraiment la figure. Je connais la polémique. Les animaux n'ont pas choisi. Les animaux n'ont pas choisi. À une représentation du cirque Nock, le numéro de dressage de fauves était particulièrement intense. Un des fauves n'arrêtait pas de rugir, de montrer sa mauvaise humeur au dompteur. Et celui-ci, en clôture, va vers ce lion, lui ouvre la gueule et met sa tête dans sa gueule. Rentré chez moi, j'ai prié plusieurs soirs intensément pour que le lion ne la ferme pas. D'autant plus que moi, gamin, je ne supportais pas quand le médecin voulait voir mes amygdales. Je m'entraînais avant qu'il arrive avec une cuillère à la maison. Dans l'écurie, j'avais 5 ans lorsque mon pépé est mort. 7 ans plus tard, j'allais perdre mon nouveau compagnon, Bijou, avec qui je partageais mes chagrins. Une fois sur place, c'est à moi que le vétérinaire s'est adressé. Me regardant les yeux dans les yeux, il m'a dit d'un ton très sérieux: Ton cheval, on va le sauver. Oui, il a dit, ton cheval, on va le sauver. Il est venu chaque jour de Payerne et Bijou s'en est sorti. Désolé, Bijou, j'étais mal jugé sur le moment, imputant cette crise à ta gourmandise. La vérité m'a sauté aux oreilles, puis aux yeux, au retour de l'école, le mardi suivant ta remise sur pied. D'abord par un bruit de moteur, inconnu pour moi, et ensuite en découvrant, devant la maison, dans la cour, un engin nouveau, le tracteur Ferguson. Tout neuf, affichant orgueilleusement ses 2 couleurs. Beige dessus le capot, saumon dessous.
juchée sur 4 roues, dont celle à l'arrière surtout, avec ses gros crampons, m'impressionnait. Mais oui, la raison de ton mal intérieur, Bijou, c'était cette machine. Avec son irruption dans la ferme, tu t'es senti mise au rencard, comme les travailleurs de l'horlogerie ou ceux de l'imprimerie dans leur domaine respectif. La mutation était en marche. Plus question de laisser la nature dicter le rythme des interventions humaines. Agir au contraire sur elle, la soumettre. In conclusion, filiation has allowed our species to survive, thrive, expand and grow perpetually, populating this earth, nourishing Mother Nature to ensure its survival, adapting to each year, each century, bringing changes, climatic, geological, generational. So, Longneck, your family will be ever famous, never tamed, meandering through these lands, our lands, to graze, to love, a new birth, perpetual generations to come. Hey, François, en quelle langue penses-tu dans ta tête quand tu cherches à formuler tes sensations? En fait, je pense en aucune langue. J'ai des flashs. Bref, je me fais mon cinéma. Didier, t'es là? L'histoire dramatique que tu racontes, qui t'a touché toute ta vie, c'était à Lausanne, n'est-ce pas? Oui, c'était à Lausanne, pas loin d'ici, en haut de la rue de Bourg. Sur la gauche, il y avait un magasin qui s'appelait Les Jouets Weber. Et je me souviens de cette très haute vitrine qui descendait bas aussi. Ça me permettait de m'appuyer sur le granit et puis d'avoir la vision sur tous les jouets qui étaient exposés. Je garde un très bon souvenir de ça. Dis Maurice, Oui. est-ce que tu as trahi la vérité dans ton texte? Non, pas du tout, c'est vraiment ce qui s'est passé. La seule petite entorse, c'est mon interprétation sur les raisons de la maladie du cheval. Et toi Martine, ils sont vrais tes personnages? Oui, absolument, ils sont vrais, ils sont totalement autobiographiques. En fait, j'ai retracé l'histoire de mes grands-parents paternels. Et maternels, mais là, en l'occurrence, paternels. Et toi, David, est-ce que tu as suivi ton père dans le Rift? Oui, souvent, j'aime bien les rafts et les volcans. Dis Karine, Oui. comment t'es venue l'idée d'écrire sur ce sujet? Moi, j'ai des insomnies et je me promène la nuit. Et je me souviens de belles choses. Assise à son bureau, Claire corrige les copies d'un devoir que ses élèves lui ont rendu la veille. Mais elle a de la peine à se concentrer. Elle s'interrompt souvent. Elle est distraite. Le même jour, 10 ans plus tôt, à cette heure-là, précisément, elle apprenait le décès de sa mère, qui allait bientôt fêter son 90e anniversaire. C'était un jeudi. Elle avait congé. Elle s'était annoncée à l'EMS pour le repas de midi. Elles avaient passé l'après-midi ensemble. Claire l'avait trouvée fatiguée, pas en forme. D'ailleurs, elle n'avait presque rien mangé. Il ne faut pas la forcer, avait dit l'infirmière. D'ailleurs, depuis ce matin, elle est peu bien. Claire n'avait pas insisté. En partant, elle lui avait promis. « Je reviendrai bientôt !» Le soir même, elle recevait un appel de l'infirmière. « Votre maman nous a quittés. » « 17h30. L'eau fait un bruit d'enfer sur l'évier en plastique dur. » Faire couler l'eau assez fort.
Les pinceaux lâchent les jaunes primaires, les gris de peigne, les tons chers et la terre d'ombre. Des volutes moirées s'écoulent dans le siphon. Rincer, brosser, encore rincer, brosser. Ajouter un peu de savon liquide. Donner 1 ou 2 tours de plus. Je nettoie le fond de la cuvette avec le pinceau plat. Pince ensuite la longueur des fibres entre pouce et index et laisse tomber d'un coup sec une longue giclée d'eau. Tout remettre en place pour le nouveau mélange. Même pinceau, même couleur. Juste du blanc de titane avec une touche de jaune de Naples pour dégager la forme en négatif. En réserve. Je fais tout en réserve. Cela m'empêche de penser. Je restitue par l'absence. Je rends présente leur absence. Maartje, Cornelia, Neeltje, Cato. 1932, à la plage de Hoek van Holland. Elles sont réelles. Le temps liquide. Écrire debout dans l'inconfort, il fait sombre. Je vous parle dans votre temps du passé, femmes à la plage, si proches, si différentes. Avons-nous quelque chose à nous dire ? Aujourd'hui, ce sont d'autres souvenirs qui surgissent, dans le désordre. Elle a 3 ans, peut-être 4. Elle est assise sur les genoux de sa mère, qui porte le tailleur que Claire aime bien, parce que la veste se noue à l'aide de 2 longs rubans verts terminés chacun par un pompon en poil de lapin très doux. Soudain, elle a 15 ans. Elle se tient dans la salle de bain du rez-de-chaussée. Elle a fermé la porte à clé. Debout, face au miroir, elle a le regard dur. Sa mère vient de lui avouer qu'elle a lu son journal intime. C'est insupportable. Je voudrais qu'elle meure. Effrayée par la violence de cette pensée, Claire fixe son reflet dans la glace pour être sûre. Puis elle répète à voix haute, lentement et sensible. Je voudrais qu'elle meure. C'est toute une vie enfouie qui par moments affleure, sans qu'on sache très bien comment ni pourquoi. Des instants cousus ensemble et qui ne le sont plus, des bribes. Cela fait déjà longtemps qu'il flotte, détaché, isolé, comme ces morceaux de bois poli, ces bouteilles de plastique vides, ballottées par les vagues. Appuyée contre mon évier, je lève les yeux pour me regarder dans le miroir. Un de ces hauts et étroits miroirs en pied que j'ai acheté l'année passée. J'ai un petit choc en voyant cette silhouette à côté de mon visage. Tournée vers moi, dans la lumière blanche des grandes fenêtres, avec l'effet de la perspective rendue par la profondeur de la pièce, sa forme se détache. Nous sommes très proches. J'ai vu le visage d'une femme d'une 60aine d'années, à la figure juvénile, à 30 ans de ma grand-tante, peinte sur la toile carrée. Ce n'est pas une question de confusion d'identité, mais plutôt l'impression d'un effet saisissant de me tenir devant quelqu'un de connu sans que je ne l'ai vraiment rencontré. Reconnaître des traits extrêmement familiers à travers les nouvelles générations. Avec Anna, ma fille, les enfants de ma sœur, ceux de mon frère et mes nièces. C'est lorsque la cécité est venue qu'elle a eu cette idée. Dégénérescence maculaire, irréversible, liée à l'âge. C'était le diagnostic, un mal fréquent chez les personnes âgées. Sa mère perdait la vue. On ne pouvait rien faire. Déjà, elle ne parvenait plus à lire, elle qui aimait tant les livres. Et voilà que l'une des dernières fenêtres sur le monde se fermait. Bientôt, elle serait là tout entière, entre la chambre et la salle à manger.
recluse. Il fallait empêcher cela. « 21h45. Il fait encore jour et la nuit est prête à tomber. 23h40. Un nouveau cahier. 2h20. Cela fait de longues minutes que je suis debout. Je sens le carrelage froid sous mes pieds. Au milieu de la cuisine, une tisane à la main. Le lendemain, Claire s'était rendue dans un magasin spécialisé pour se procurer un graveur et une boîte de CD. Face au rayon de sa bibliothèque, qui couvre 3 parois entières de son bureau, Claire hésite. Comment être certaine de lui faire plaisir? Elle passe en revue les auteurs classés dans l'ordre alphabétique. Aragon, Auster, Balzac, Baudelaire. Les premiers essais avaient été laborieux. Il avait fallu recommencer plusieurs fois. Elle lisait trop vite ou trop lentement, butait sur des mots simples, mettait trop de ton ou pas assez. La mise au point avait mis du temps. Et une fois que Claire eut trouvé sa voix, tout s'était bien déroulé et le roman avait été enregistré rapidement. Le dimanche à 11h, le disque était prêt. Claire l'avait emballé dans un papier de soie rouge, entouré d'un ruban vert, avant de le glisser dans son sac et de partir pour l'EMS passer l'après-midi avec sa mère. « 3 heures. J'ai baissé le volume de la radio. J'écoute de loin. Distraitement, je tourne les pages. Il me vient le souvenir de ces journées particulières. Par je ne sais quel hasard, sans aucune décision concertée, nous nous retrouvions avec ma fille au Rijksmuseum à Amsterdam, plusieurs années de suite, à chaque fois en juillet. C'était durant les 10 ans de la rénovation du Rijks. Les peintures avaient été rassemblées dans quelques salles de la même façon chaque année. Une sélection de 100 chefs-d'œuvre. Nous sommes toujours très émus devant la femme en bleu lisant une lettre, absorbée dans sa lecture, sa silhouette solitaire découpée en clair-obscur. Je suis suspendue à sa respiration, à son léger sourire. Le peintre nous la présente de profil, baignée dans la lumière blanche provenant d'une fenêtre en dehors du tableau. Celle-ci éclaire son front et ses yeux baissés sur la lettre, nous amène au bord rabattu de la feuille de papier qu'elle tient contre ses mains, puis sur sa collerette blanche, jusqu'à la douceur un peu floue du bleu outre-mer satiné de sa cape, en partie dans l'ombre, à contre-jour contre une vaste carte de la frise hollandaise à l'arrière-plan. La nature immobile, stilleben, la vie calme, la vie domestique saisie dans son intimité. Sur le bord de la table, quasi invisible à l'œil nu, comme si la jeune femme venait tout juste de la recevoir, je remarque une petite bourse en soie bleu-gris entrouverte et un collier de perles. Je comprends subitement la raison de la lettre et du sourire. Il faut que je le dise à ma fille. Entre elles, c'était comme un rituel. Au cours de l'après-midi, alors qu'elle se tenait dans la chambre, venait le moment où Claire demandait à sa mère si elle avait écouté le nouvel enregistrement. La réponse était toujours oui. Et tu as aimé ? Poursuivait Claire. Oui, c'était bien. Depuis qu'elle vivait à l'EMS, elle parlait peu
et les conversations étaient brèves. « Tu veux que je continue ?» demandait enfin Claire. « Oui, volontiers, tu es gentil. » Et c'était tout. Lorsqu'elle avait reçu l'appel de l'infirmière le jeudi 7 mars, en fin d'après-midi, Claire venait de terminer l'enregistrement des derniers chapitres du Rouge et Noir. Le disque reposait sur son bureau. Passé le premier choc, elle avait pensé que sa mère n'entendrait pas les paroles ni les réflexions de Julien en sa prison. Sans qu'elle comprît très bien pourquoi, cette pensée l'avait attristée. « 3h40. La pénombre s'est enroulée autour des rideaux, des plantes, des surfaces, journaux, livres, tissus, tapis, murs, et me recouvre maintenant d'un voile brun bleuté et flou. J'abandonne la lutte. J'épouse la nuit. Ouvrir la fenêtre. Sentir l'air frais. 4 heures. 4 heures déjà. 4h00. « 5h40. La lumière a changé. Son cri retentit dans la petite chambre d'hôpital. Et c'est soudain comme si ma vision du monde venait de changer. Mon cœur semble être sorti de ma poitrine pour aller battre dans celle de mon fils. Je le détaille. Les mêmes yeux que moi, identiques à ceux de son arrière-grand-père, aux couleurs de la famille. Un même regard, un hommage, ce sera Armand pour Armando. Devenir mère. Comment devient-on mère ? L'interrogation éteint soudain toute la lumière de la pièce. Le sol tente de m'avaler. Et puis je t'observe. Toi, père, déjà, ça se voit. Tu le serres fort contre toi, comme pour lui dire « Tant que je serai là, je veillerai sur toi. Et même après ça, je vivrai à travers toi. » Des gestes semblables, mais aussi des expressions, des habitudes, des passions partagées et des défauts identiques. Un peu de moi qui, à jamais, fera partie de toi. Et soudain, la lumière revient. Devenir mère. Il n'y a pas de réponse à cette question. Sa mère ne lui en voulait plus. En fait, jamais elle ne lui en avait voulu. Tout ça pour elle était terminé, n'avait même pas commencé. Il avait fallu punir, mais ce n'était pas un mal. Simplement, c'était comme ça. D'ailleurs, elle ne s'en souvenait pas des coups. Mais non plus du reste. Leurs habitudes n'avaient pas changé. Au plus fort de l'après-midi, elle continuait d'emmener son fils au cimetière pour lui enseigner les tombes. Une fois le portail ouvert, toujours la même cérémonie. Ses mains ne touchaient plus, se contentaient de relier les stèles du doigt pour figurer les liens. Là un cousin, là une tante, là son frère qu'elle n'avait pas connu. De ses leçons, mon père ne retenait que le geste, le mouvement de la main, cette danse qui fait revivre les morts. De là le souci des mains qu'il ne quittera pas. Elles qui travaillent les choses, elles aussi qui marquent les corps qui sont la terre. Et si quelque chose comme la famille pouvait exister, ce ne pouvait être qu'à la croisée des mains. Mains, Celle de ma sœur. frêles et précises, les doigts tordus, juste assez pour pincer. Celle de mon oncle. Pour lesquels le meilleur savon ne peut rien, le noir sous les ongles ne partira plus. Celle de mon cousin, son fils. Sur les traces de son père, Celle de mon grand-père. signe d'un autre temps, les dernières frappées de la malédiction. Après lui, il ne manquera plus aucun doigt à quiconque dans la famille. J'aime à croire qu'une nuit de silence et de lune pleine, il pactisa en secret avec cette dernière, les deux ultimes phalanges de son annulaire gauche contre la protection des mains de sa descendance.
Marché qu'il accepta, non sans quelque hésitation bien sûr, le sens du devoir triomphant de sa faiblesse d'homme au moment d'arrêter une décision. Et ce n'est peut-être jamais arrivé. Celle de ma mère. L'une souvent brûlée, l'autre toujours occupée. Celle de mon oncle. Machine ne communiquant avec moi qu'en broyant les miennes. Celle de mon grand-père. Qui, à la maison, lorsqu'elle ne s'appliquait pas à boucher les trous de la flûte qu'elle venait de fabriquer, cultivait la regrettable habitude de se propulser à grande vitesse à travers l'espace avant de s'écraser volontairement contre le corps de ses enfants. Mais parfois aussi désignait les étoiles. Celle de mon cousin. 10 doigts, mais pour combien de temps? Celle de ma tante. Agitée. Celle de ma grand-mère. Que je vois fouiller dans un tiroir plein de clés et de confusion, et qui, avec la plus douce sincérité, me tend un magazine paroissial vieux de 12 ans. Tu aimes lire, n'est-ce pas? Celle de ma grand-mère encore. Puisque ce sont ses yeux. Celle de mon oncle toujours. Étrangement douces pour ce qu'elles sont épaisses. Ne pas oublier celle du banquier. Qui les lave après avoir pissé. Et celle de l'ouvrier. Qui lui les lave avant. Celle de mon père, enfin. Les mains de mon père, ce sont mes mains, vraiment mes mains. Les mains de mon père ont-elles un jour touché un loup? Une parenthèse silencieuse s'ouvre que je n'ose pas refermer. Je détaille les moindres expressions. Prends le temps d'observer chaque personne présente aujourd'hui. De mémoriser chacun des regards qui sont eux, tous braqués sur moi. Les yeux ne savent pas mentir. Je sais ce que les miens disent en ce jour particulier. La marche nuptiale résonne sur les falaises, termine en écho dans ma poitrine. Le soleil se couche, l'air est chaud, presque sucré. Une grande inspiration. Un pied devant l'autre, c'est tout ce que tu as à faire, Ina. J'entends glisser la traîne de ma robe, elle suit chacun de mes mouvements. Mon œil m'emboîte le pas, je relève la tête et plonge dans son regard parsemé de givrures. Ils sont identiques aux miens. Oh, che di ghiaccio. Comme on dit chez lui. Des yeux qui ont vu la mort, des yeux qui étaient encore ceux d'un môme forcé d'accepter la réalité, sans compte de fait. Des yeux qui ont tant pleuré qu'ils ont fini par délaver la douleur. Elle ne s'estompe jamais complètement, on en perçoit encore la couleur, mais elle ne tache plus. Des yeux qui, au travers des larmes, se sont reconstruits un passé et ont à nouveau brillé et ri. Des yeux qui, aujourd'hui, sont témoins de ce qu'ils n'auraient pas pu prédire, mais qui les rend fiers. Les yeux ne savent pas mentir. À partir de là, le récit s'effrite. Il sourit, je crois. On ne peut jamais être vraiment sûr de ces choses-là. Je ne sais pas ce qu'il ressent. Du silence. Non, il parle, oui. Puis il pense. Il se dit, ce ne sont pas les choses qui nous font pleurer, jamais. Toujours les mots. Et les mots qu'on met sur les choses. Et alors les grandes tristesses que l'on envie parfois aux autres. L'effroyable certitude que c'est fini, enfin que ça commence. Parce que vieillir, vivre sous le ciel, c'est voir les siens partir ou partir soi-même. Et qu'aucun des sorts n'est vraiment préférable. Il le voit saigner, mais pas de douleur. Je ne sais pas s'il le comprend. Et puis plus rien. Pas même le bruit que ça fait quand c'est la nuit. Rien d'autre que les mots et de mauvais traits d'humour que j'aurais voulu d'esprit. Faible récompense. Main, quel drôle de son. Tout est très silencieux. La voix d'Antonina ricoche contre les pins et les oliviers. Je baisse la tête. Derrière ce talus, elle ne me verra pas. Les branches de l'arbre ressemblent à une cabane autour de moi. Le soleil dessine des taches dorées sur mes pieds. Je serre contre moi le bois que j'ai ramassé et ferme les yeux. La forêt sent la terre et la mousse. J'aime cette odeur. Trovato! Uno, due, tre. Main, celle de ma sœur, frêles et précises, les doigts tordus, juste assez pour pincer. Uno, due, tre. Quattro, cinque, sei. Nina et moi jouons souvent quand nous devons ramasser du leigne pour le feu.
Elle me dit toujours qu'elle trouve plus de bois si elle me cherche, parce qu'elle doit vraiment bien regarder. Un diamant à casa? Je me relève et la suis. Les arbres forment un labyrinthe. Sette, otto, nove. C'est toute une vie enfouie, qui par moments affleure, sans qu'on sache très bien comment ni pourquoi. Des instants cousus ensemble, et qui ne le sont plus. Des bribes. Cela fait déjà longtemps qu'ils flottent, détachés, isolés comme ces morceaux de bois poli, ces bouteilles de plastique vides, ballottées par les vagues. 10! 10! 10! Fabien, j'ai une question pour toi. Comment est-ce que tu as choisi les extraits que tu nous lis aujourd'hui? J'avais à cœur d'amener avec nous toutes ces mains, un peu comme un collier ou une collection. Maurice, Oui. est-ce que tu as été parfois ému lorsque tu as rédigé ton texte? Beaucoup. Surtout en pensant au décès de plusieurs des gens de la famille, y compris, parce que c'est aussi de la famille, le cheval. Martine, tu as fait référence une fois ou l'autre à des photos, même un album de photos. Est-ce que lorsque tu rédigeais ton texte, tu avais la photo sous les yeux pour alimenter le texte ou... Alors, je ne l'avais pas continuellement sous les yeux, mais effectivement, ça a été la base enfin, j'ai pris là l'idée et j'ai construit le texte sur la base de cette photo. Et toi, Stéphane, quand est-ce que tu préfères écrire? Alors moi, c'est la nuit, parce que j'ai beaucoup lu Le Petit Prince. Moi, j'ai une question pour Anne. Oui. J'aimerais savoir si tu as mis beaucoup de toi dans le personnage de Claire dans ton histoire. Oui, il y a pas mal de choses de moi, mais c'est un bon mélange de fiction et de réalité. Je lui ai prêté mon métier, par exemple. Merci. Mon offense qu'on a crue ordinaire ne cesse de m'interpeller. Je m'égare dans des dédales affectifs, je trébuche, victime d'oubli, d'effacements inconscients. Quels impénétrables secrets de famille. J'ai perdu tous mes parents, mes 2 frères aînés, cadets naufragés, patriarches, orphelins. Comme un étranger, je scrute mes souvenirs. Je compulse de vieilles photos. D'une pelote emmêlée, je tire un fil. On verra bien. La première photo date de 1930, 1931 peut-être. C'est la seule de la famille au complet, parents et enfants, du moins qui est remontée jusqu'à moi. Ce sera aussi la dernière dans cette composition. J'y reconnais mes grands-parents paternels, Jean et Martha, leur petit garçon Jean-Pierre, qui deviendra mon père, âgé d'1 an et demi environ, et leur bébé, de quelques semaines à peine, Daniel, le frère de mon père, qui ne sera jamais appelé oncle. La famille est réunie autour du lit de Jean, mon grand-père, un lit qu'il ne quittera sans doute plus, étant atteint d'un cancer dont il mourra quelque temps après, dans sa première quarantaine. Son visage est déjà émacié. Il ne sourit pas. Il fixe l'objectif avec attention et retient d'une main son aîné. Le garçonnet regarde le photographe appuyé sur son père. Il tend son bras vers sa mère comme s'il savait que c'est vers elle désormais qu'il devra s'accrocher. Un rayon de soleil éclaire le gros duvet blanc, seul élément lumineux de la scène. Les nouveau-nés ne savent pas compter. Ils ont un champ de vision limité. Ils n'ont pas le sens de la famille. Je n'ai donc pas remarqué qu'il manquait quelqu'un à ma réception en 1950. Mon père, Robert, artiste peintre, a profité de quitter le foyer pour rejoindre l'autre partie de sa double vie pendant que sa femme accouchait.
Ma sœur Camille a 12 ans de plus que moi. À elle, l'absent lui a sauté aux yeux. Les 6 premiers mois, ma mère partait tôt pour renseigner, et rentrait tard. C'était donc Camille qui me gérait la journée, tout en faisant sa secondaire à l'école supérieure, heureusement, en face de notre appartement. À chaque récréation, à la pause de midi, elle traversait la rue en courant et venait vérifier que j'allais bien. Mon père, il venait quelquefois, parfois avec un petit cadeau. Je me souviens d'une caisse à outils quand j'avais 4-5 ans. Le tournevis m'a permis de me lancer dans la transformation de la balance de cuisine avec l'intention d'en faire un réveil. Elle est là, au milieu du second rang. Elle devient presque immédiatement la seule, la désirable, celle dont je rêvais sans le savoir. Sportive, effilée, blanche, au capot et marquages latéraux rouges, avec une vitre arrière bleue qui la rendait si originale. Il y a même un pilote au volant et je suis sûr qu'on peut ouvrir le capot arrière. Je ne le sais pas encore, mais c'est la toute nouvelle Porsche Carrera 6 qui vient d'être lancée. Nous sommes en 1966, j'ai 4 ans. M'arrachant à ma contemplation, papa se penche et me demande « C'est laquelle qui te plaît le plus ?» C'est si inattendu de sa part qu'une bouffée de chaleur me fait rougir. Hypnotisé, je la montre du doigt. Elle n'est pas comme les autres. J'ajoute, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, celle-là, avec la vitre bleue derrière. En le voyant ressortir, je m'avance vers lui, les yeux fixés sur sa main. Avant même qu'il me tende l'incroyable paquet, je lui déclare de tout mon cœur un merci plein d'anticipation. Non, ce n'est pas pour toi. Il réagit en fourrant le paquet dans la poche de son veston. Interdit, je retire mes mains et garde le silence comme si j'avais fait une bêtise. C'est un coup de fouet au visage. Je regarde le sien, fermé, et, béat d'incompréhension, me tourne vers maman. Jean-Paul, ce n'est pas sérieux, c'est cruel. Donne-lui son jouet. Ce n'est pas son jouet. Comment ? Je suis sérieux. Comment ? Bah, pour qui alors ? Pour le fils de laquelle ? Aujourd'hui, ce sont d'autres souvenirs qui surgissent dans le désordre. Mais moi, je suis à l'âge où l'on pense d'abord à s'amuser. Comme la plupart des petits mâles de mon âge, je suis un vrai passionné d'art militaire et de ses accessoires belliqueux. Sio Losing me déniche dans le Galetas un magnifique étui à revolver. Étui, hélas, vide, qui m'équipera en jeune et fier combattant. À 17 ans, je travaillais comme gardien à Bellerive-Plage. J'étais sur ma vigie quand un jeune de mon âge m'apostrophe. On a le même nom. Votre père ne serait-il pas peintre ? Oui. Le nôtre aussi. Nous avons saisi cette occasion pour faire le point. Nous sommes au moins 5 frères et une sœur.
tu ne voudrais pas essayer, encore une fois, de connaître ton vrai père? Cette synthèse inattendue me bouleverse. Qu'est-ce que je leur laisserai en héritage si je campe sur mes positions? Mon grand-père maternel a tellement compté pour moi. Si la possibilité existe, ai-je le droit de priver mes enfants d'au moins un grand-père? Je prends alors à chaud la décision qui me semble la meilleure. Je vais les contacter, les deux, et on verra bien. Mon père, lui, évoquait rarement son propre père, sinon pour dire qu'il était mort trop tôt d'un cancer. Nous autres, ces deux petites filles, ne savions rien de lui. Mon père n'avait pas de souvenir pour le faire exister. Même ma grand-mère l'avait rangé dans un lointain passé au rayon souvenir qu'elle gardait pour elle. Elle ne nous parlait jamais ni de son mari, ni de son fils mort prématurément. À partir de là, le récit s'effrite. Il sourit, je crois. On peut vraiment être sûr de ces choses-là. Je ne sais pas ce qu'il ressent. Le silence. Non, il parle, oui, puis il pense. Il se dit, ce ne sont pas les choses qui nous font pleurer jamais, toujours les mots. Et les mots qu'on met sur les choses. Et alors, les grandes tristesses que l'on envie parfois aux autres, l'effroyable certitude que c'est fini, enfin, que ça commence. Parce que vieillir, vivre sous le ciel, c'est voir les siens partir ou partir soi-même. Et qu'aucun des sorts n'est vraiment préférable.